Bien, bonjour à tous et toutes. Nous attendons que tous les participants se connectent et nous commencerons le webinaire d'ici 2 minutes. Nous attendons encore quelques minutes avant de commencer le webinaire. Bien. Bien, nous allons pouvoir commencer le webinaire. Alors, bienvenue à toutes et à tous à ce webinaire sur la trame noire du Calvados. Alors actuellement, vous êtes 33 connectés, hein. Peut-être d'autres se joigneront à nous là, dans les toutes prochaines minutes. Donc je vous propose de commencer ce webinaire maintenant. Alors avant toute chose, hein, on va rappeler les bonnes règles pour permettre le bon déroulement du webinaire. Alors veillez à ce que vos caméras soient fermées, les micros coupés. Et puis également, si vous avez des questions, vous pouvez les noter sur l'onglet questions. Vous avez un onglet questions-réponses dans lequel vous allez pouvoir noter vos questions et nous y répondrons au cours du webinaire. Alors, le programme de ce matin, nous allons vous présenter donc pourquoi une trame noire et l'impact de l'éclairage sur la biodiversité. Également, nous aborderons donc le thème de la trame noire du Calvados avec la définition des niveaux d'enjeu de biodiversité sur le territoire et puis un référentiel technique qui est mis en place pour la gestion différenciée de l'éclairage public et enfin la mise en œuvre de cette trame à l'échelle du Calvados. Donc, en intégrant cette trame dans l'exercice de la compétence éclairage public, et puis la mise en place d'outils pour sensibiliser les habitants et agir sur les éclairages privés. Alors, l'intervention, elle va se faire à deux voix. Donc, moi-même, David Vaudorme, responsable du service éclairage public, et puis Guénal Carlier, à qui je vais laisser la parole pour qu'elle puisse se présenter. Oui, bonjour à tous. Donc, Guénaëlle Carlier, responsable du service dynamique des territoires et innovation au sein de la direction de transition énergétique du SDEC. Merci, Guénal. Le ZEC Énergie donc, est chargé de l'exploitation de 110 000 points lumineux sur le département pour le compte de 464 collectivités. Alors, le ZEC Énergie, il améliore régulièrement ses pratiques pour prendre en compte l'évolution des préoccupations sociétales notamment. Et conscient du déclin actuel de la biodiversité, le SDEC Énergie souhaite contribuer à sa préservation dans le cadre de l'exercice de sa compétence en éclairage public. Alors, la trame noire, elle vise à instaurer une approche plutôt spécifique de la gestion de l'éclairage public. Et son objectif, c'est de minimiser les répercussions de l'éclairage sur la biodiversité, tout en satisfaisant les besoins des usagers de l'espace public, mais aussi en contrôlant le coût énergétique du fonctionnement de l'éclairage public, ainsi que les coûts d'investissement induits. Alors, la trame noire, elle a été établie et élaborée avec l'appui d'experts éclairagistes et écologues via un marché public. On a deux bureaux d'études qui se sont associés pour pouvoir construire cette trame. Et elle consiste en fait, cette trame, en un ensemble de prescriptions techniques
euh, qui seront proposés systématiquement lors de l'établissement de projets d'éclairage public, soit en extension, en renouvellement ou en effacement des réseaux. Alors, je vais vous apporter quelques éléments sur pourquoi cette trame noire. Donc, sachant que, comme le disait David, c'est un sujet qui nous a amené, nous, SDEC, à s'intéresser à la question de la biodiversité, qui est un sujet sur lequel euh, on n'est pas expert, en tout cas, on n'a pas de compétences particulières sur le sujet. Donc, on s'est entouré aussi, donc, comme disait David, de prestataires, mais également de l'ANBDD, l'Agence normande de la biodiversité et du développement durable, qui a pu nous appuyer sur ce sujet de la biodiversité. Donc moi, je vais pouvoir évoquer quelques éléments sur ce sujet dont je ne suis pas spécialiste, sur l'impact de l'éclairage sur la biodiversité, en m'appuyant sur ce petit schéma donc, de l'OFB, donc l'Office français de la biodiversité, qui a synthétisé ici l'impact de l'éclairage sur un certain nombre d'espèces. Alors, avant d'expliquer un petit peu le cas de différentes espèces en s'appuyant sur ce schéma, je rappelle aussi que on a 99% de la population européenne qui est touchée par la pollution lumineuse, hein, puisque les humains eux-mêmes sont aussi impactés par cette pollution lumineuse. Selon l'ANSES, cette pollution lumineuse peut avoir des impacts sur la santé, enfin sur le sommeil et donc sur la santé, en tout cas pour les personnes qui ne peuvent pas s'en protéger. Euh, voilà, donc les humains, un élément de la biodiversité, sont aussi impactés, mais si on parle plus spécifiquement des espèces animales et végétales, donc au niveau des animaux, on a une bonne partie des espèces qui vivent en tout ou partie la nuit, 28% des vertébrés et 64% des invertébrés, donc une part relativement importante. Et je vais prendre quelques exemples. Donc on a le cas par exemple des oiseaux. Alors, les oiseaux, pour le coup, on est sur des espèces qui peuvent être aussi diurnes, notamment par exemple les oiseaux urbains sont des espèces diurnes, mais dont le rythme jour-nuit peut être perturbé par les éclairages, puisque ils peuvent avoir l'impression que la journée se prolonge, et on a des espèces, des mâles qui chantent, qui peuvent chanter jusque toute la nuit jusqu'à épuisement, et voilà, ce qui a un impact négatif sur ces espèces-là. Sur les oiseaux, on a également le cas des oiseaux migrateurs qui se repèrent grâce au ciel étoilé. Et en fait, les lumières des villes vont les déboussoler. Et ils peuvent également les amener à tournoyer autour de villes, de points lumineux, en cherchant à s'orienter, ce qui peut les amener dans certains cas à mourir d'épuisement. Donc ça, c'est pour les oiseaux. Un deuxième cas, c'est les chauves-souris. Donc les chauves-souris, on est sur des espèces, enfin, des espèces qui sont exclusivement nocturnes. Euh, la plupart alors, ce sont des espèces qui fuient la lumière. Pour certaines espèces de chauves-souris, c'est même comme un mur, la lumière. Euh, Certaines espèces cessent toute activité en période de pleine lune. Donc c'est vraiment quelque chose qui les arrête complètement. Et donc, les éclairages nocturnes peuvent fortement perturber cette espèce-là, euh, en réduisant leur périmètre de chasse, puisque pour certaines, c'est vraiment un mur. Donc, ça atteint la fonction d'alimentation de ces espèces. Concernant les insectes volants, euh, donc ils sont attirés les insectes, hein, par les éclairages artificiels, et donc on observe plutôt des cas d'épuisement ou d'insectes brûlés qui s'agglutinent autour des éclairages. Concernant les mammifères terrestres, on va être là aussi un peu comme pour les chauves-souris sur une diminution des périmètres de vie et des habitats et des lieux de chasse, puisque les axes routiers plutôt éclairés ou les espaces éclairés vont constituer des barrières à leur déplacement. Voilà, et puis quelques cas encore, si je prends le cas des amphibiens, les éclairages vont affecter notamment la reproduction, puisque les mâles se manifestent par un chant, enfin par le bruit, et s'ils sont éclairés, ils vont devenir très vulnérables par rapport aux prédateurs. Et pour finir, sur l'aspect biodiversité, je vais évoquer les plantes, puisqu'il y a également un impact de la lumière qui va désynchroniser la saisonnalité.
les concernant et donc les périodes d'apparition, disparition des fleurs ou des feuilles. L'éclairage peut également créer un stress chez certaines espèces et amener à des maladies. Et également, concernant les insectes, euh, on observe que les fleurs qui sont soumises à des éclairages sont beaucoup moins visitées par les insectes pollinisateurs. Et donc, la pollution lumineuse a un impact sur la pollinisation et sur la production de fruits, du coup. Donc voilà sur cet aspect biodiversité qui est l'une des raisons importantes de se lancer dans cette démarche de trame noire, c'est comment concilier cette problématique de la biodiversité, de la préservation de la biodiversité avec l'éclairage. Et donc cette approche, elle peut s'intégrer à différents niveaux. Vous avez peut-être entendu parler de trame noire à une échelle plus locale, à l'échelle des EPCI, des EPCI ou des SCOT, puisque ça rejoint aussi la démarche de trame verte et bleue. Donc trame verte et bleue, ça existe, enfin, c'est déjà peut-être un sujet un peu plus familier qui existe depuis un certain temps. La logique de la trame verte et bleue, donc c'est un document une approche de planification à l'échelle du SCOT en général qui vise à identifier enfin, à restaurer ou à préserver un maillage écologique favorable à la biodiversité et qui est constitué de réservoirs de biodiversité, donc des lieux où on a une forte richesse en termes de biodiversité, et des corridors qui relient ces différents réservoirs, qui permettent aux espèces de se déplacer d'un réservoir à un autre. Et tout ça forme la matrice écologique, qui va être plus ou moins favorable à la biodiversité. Et avec la trame noire, donc diapo suivante, euh, avec la trame noire, on vient ajouter une dimension supplémentaire à cette trame verte et bleue, en y intégrant la question de l'alternance jour-nuit et du coup cette problématique de l'éclairage qui peut venir porter atteinte à ces réservoirs et à ces corridors. Et donc, voilà, on intègre cette alternance jour-nuit dans ce document de planification. Donc ça, c'est une approche qui a pu déjà être mise en œuvre sur certains territoires du Calvados. C'est le cas sur Lisieux-Normandie ou sur Cœur-Côte-Fleury, où il y a eu cette démarche de trame noire à l'échelle EPCI, à l'échelle EPCI en l'occurrence, qui permet d'identifier ces enjeux à une échelle très locale. Euh, Nous, à notre échelle, tu passes à la diapo suivante. Très bien. Et donc, on va venir, juste après le petit sondage, on va évoquer l'approche que nous, on a eue au niveau du SDEC, qui est complémentaire à cette approche à l'échelle locale et qui est plus opérationnelle et orientée sur la façon dont on va gérer l'éclairage public. Donc, on n'est pas dans une logique de planification, mais dans une logique plus opérationnelle. Donc, on a une complémentarité des deux approches. Donc, avant de passer à la suite, on vous propose un petit sondage qui va apparaître sur votre écran. Et on a souhaité vous interroger sur vos connaissances en matière d'enjeux de biodiversité. Donc, comment estimez-vous votre niveau de connaissance des enjeux de biodiversité sur votre territoire? Est-ce qu'il est faible, moyen ou élevé? Alors, donc on a 70% des participants qui estiment avoir un niveau moyen, donc la majorité, une partie 21% faible, et puis 9%, vous êtes 9% à avoir un niveau de connaissance élevé de la biodiversité sur votre territoire. Bon, bah, très bien. Merci pour ça nous donne une petite idée aussi peut-être de la motivation et de l'intérêt, enfin, de pourquoi vous êtes inscrit à ce webinaire. On se dit, vous êtes déjà un petit peu au courant de ces sujets, d'où l'intérêt que vous avez pour la démarche de trame noire. Tout l'enjeu, et on y viendra après, c'est de communiquer et de diffuser plus largement ce sujet. Alors, on va rentrer un peu plus concrètement sur qu'est-ce que c'est que la trame noire du Calvados, donc en quoi elle est aussi différente de ce que je viens de vous présenter sur les trames noires qui peuvent se développer au niveau des EPCI. Alors, comme l'évoquait David en introduction, avec cette démarche,
on cherche à mettre en place une gestion différenciée de l'éclairage public. Euh, donc, c'est-à-dire donc de l'adapter au cas par cas aux besoins de en chaque point quelque part du territoire avec un objectif qu'on avait dès le départ, qui était de concilier les différents enjeux associés à une bonne gestion de l'éclairage public, qui est, donc là, on souhaitait bien minimiser les impacts de l'éclairage sur la biodiversité, hein, c'est bien ce qui a motivé la démarche au départ, mais on souhaitait que ça permette toujours de satisfaire les besoins des usagers de l'espace public et qu'on ait une maîtrise des coûts. Puisque en tant que gestionnaire de l'éclairage, c'est évidemment un paramètre important à prendre en compte. On s'est inspiré pour ça d'une démarche qui a été menée sur le département de la Vendée, hein, par le syndicat d'énergie de la Vendée, qui nous a paru très intéressant, qui est assez similaire à ce qu'on va vous présenter. Euh, on a adapté la méthode à notre territoire et à ses spécificités, et qui est une approche de l'éclairage public alors qui amène à créer un outil à l'usage des techniciens. Donc, on est bien sur un outil technique et pas sur un outil politique. J'ai envie de dire, cet aspect-là, il va peut-être plus renvoyer à la trame noire telle que je l'évoquais juste avant au niveau des EPCI. Là, on est vraiment sur un outil qui va amener un changement dans la façon d'exercer la compétence, le métier de l'éclairage public au niveau des techniciens. Euh, non, je n'ai pas fini. Je veux bien que tu reviennes. Ouais. Donc, comme on l'évoquait, voilà, on a nos prestataires luminescence et Terroico qui nous ont appuyés pour élaborer ce référentiel et cette trame noire du Calvados. Et on a eu l'apport d'expertise de la NBDD sur les aspects biodiversité. Alors, la première phase d'élaboration de cette trame noire, ça a été d'identifier les enjeux de biodiversité sur l'ensemble du territoire du département et de déterminer des niveaux d'enjeux pour pouvoir, je dirais, catégoriser un petit peu et adapter l'éclairage selon les cas. Et donc pour ça, on a croisé un certain nombre de données, de bases de données préexistantes que je vais vous présenter très rapidement. Je veux bien que tu passes à la suite. Donc d'abord, des données sur l'occupation des sols, qui tient compte des cours d'eau, des milieux boisés, des milieux ouverts type bocage, enfin prairies, bocage, les milieux littoraux, etc. Donc, qui donne déjà une indication sur le niveau de biodiversité qu'on peut avoir sur ces secteurs. Ensuite, on a tenu compte, alors d'une façon plus anecdotique, je dirais, ou plutôt plus en termes de vérification des données d'inventaire. Donc, les données d'inventaire, c'est les données de comptage des espèces, donc de différentes espèces, hein, que vous voyez sur la légende à gauche, qui sont faits notamment par des associations environnementales qui suivent ces espèces, des observatoires locaux, mais qui ne reflètent pas forcément la réalité, puisque là où on identifie des espèces, c'est aussi là où souvent il y a des humains qui sont là pour les observer, et du coup, il y a forcément un biais dans ces données. Donc, c'est des données qui ont été utilisées plus en termes de vérification des autres données, mais pas forcément comme données d'entrée. On s'est appuyé également sur les données liées au zonage institutionnel. Donc, vous avez à gauche, hein, tout un ensemble de périmètres, vous voyez dans la légende, des périmètres de protection ou des périmètres de gestion de certains sites avec des enjeux de biodiversité bien identifiés, reconnus. Voilà, donc à différentes échelles, hein, il y a des dispositifs locaux, nationaux, européens, même de protection. Donc on a pris en compte ça puisque tous ces systèmes tous ces zonages institutionnels sont déjà issus de l'identification des enjeux de biodiversité. Et puis également le schéma régional de cohérence écologique, le SRCE, qui lui aussi identifie, est comme une sorte de trame verte et bleue au niveau régional, hein, et qui identifie les réservoirs de biodiversité, les différentes trames en fait, écologiques, à la fois au niveau des cours d'eau, des milieux boisés, etc. Voilà. Donc toutes ces données ont été superposées, croisées. Euh, et alors, tu peux y mettre la diapo suivante donc vous avez ici, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais vous l'aurez dans le support pour montrer comment chaque donnée a pu être prise en compte. Mais on a été amené à noter en fait avec un certain nombre enfin, à pondérer en fait les différentes données de façon à déterminer des niveaux d'enjeu
sur l'ensemble du territoire. Euh, donc là, vous voyez la carte qui résulte du croisement de toutes ces données et qui fait apparaître des niveaux d'enjeu de 0 à 10,75. Voilà, le plus foncé étant les niveaux les lieux où les enjeux de biodiversité sont les plus forts. Donc en blanc, vous voyez la plaine de Caen. Je rappelle, comme on l'a fait tout au long de la démarche, que c'est pas parce que c'est en blanc qu'il n'y a pas d'enjeu de biodiversité. Simplement, on est sur une biodiversité peut-être moindre ou plus faible, mais il y a également des enjeux de biodiversité, même en blanc. Donc ça, c'est la résultante. Et ensuite, à partir de là, ça a été traduit en niveau de trame noire, donc en, en 4 niveaux, on va dire, de trame noire, euh, sur lesquels on va pouvoir s'appuyer ensuite pour définir la façon dont on va gérer et mettre en place l'éclairage public selon les secteurs, et c'est ce que David présentera après. Et donc, vous voyez qu'on a donc, dans ces 4 niveaux, donc on a le niveau 0, qui sont les zones courantes, donc voilà, comme je disais, qui ne sont pas dépourvues de biodiversité, mais où les enjeux sont moins prégnants. Le niveau 1, ce sont des zones tampons, c'est plutôt des zones intermédiaires où il y a une biodiversité qui est assez diffuse. C'est le cas notamment de tout ce qui va être un peu les prairies bocagères, les prairies et les bocages. Euh, le niveau 2, on est dans les zones qu'on a appelées de niveau de trame noire. Donc là, on commence à avoir vraiment des enjeux importants en termes de biodiversité, où il y a un enjeu de vraiment adapter l'éclairage plus fortement. Et les niveaux 3, c'est là où on a des enjeux les plus prégnants. Donc trame noire, les zones de trame noire de vigilance accrue. Voilà, 4 niveaux. Bien, Et donc, merci. voilà, je vais Ouais. laisser David présenter ce qu'on a fait techniquement au niveau de l'éclairage public de cette cartographie. Voilà, oui, merci Guénal. Alors, de la carte est résulté un cahier de prescription technique dans lequel on va voir un petit peu plus concrètement comment ça va se traduire en termes de construction de réseaux d'éclairage public. Alors, le premier des points, ce qu'il faut retenir, c'est il faut bien définir, quand on construit un projet d'éclairage public, définir les typologies de voies. Alors, lors de la conception du projet d'éclairage public, il faudra que chacun prenne en compte les caractéristiques des voies de manière à ce qu'on puisse déterminer les différentes typologies que l'on peut rencontrer sur le territoire. Donc au global, on a établi 8 typologies de voies qui vont de la voie de liaison intercommunale, c'est-à-dire entre deux collectivités, entre deux communes, jusqu'à la zone de centralité, donc ce qu'on retrouve les centres-bourgs ou les centres-villes dans les communes plus importantes. Donc en passant par des voies de traverse et des voies de desserte. Donc on voit bien, on a toute une catégorie de typologies de voies qu'il faudra appréhender et définir lorsque vous établirez des projets. Donc ça, cette classification, elle nous permet de concevoir des solutions d'éclairage qui soient parfaitement adaptées aux caractéristiques techniques de chaque type de voie. Alors, après avoir déterminé ces typologies de voies, nous allons interagir en fait sur 3 paramètres essentiels de l'éclairage public. Alors, je vais les décrire et puis je vais vous expliquer un peu plus dans le détail chaque paramètre de façon à bien comprendre les différents thèmes. Donc, le premier, on va d'abord agir sur la température de couleur en éclairage. Alors, la température de couleur, c'est quoi? En fait, elle mesure la couleur apparente en fait de la lumière émise par une source lumineuse. Elle est exprimée en Kelvin, donc c'est son unité, et en fait, elle permet de décrire si la lumière est plutôt chaude, donc tendance à éclairer vers le jaune ou rouge, ou alors froide. Ça va plutôt tendre là vers des bleus. Et donc cette caractéristique, elle est plutôt essentielle pour créer une ambiance souhaitée au niveau des divers environnements qui sont rencontrés. Alors, on va dire qu'on a 3 grandes échelles de température de couleur. Donc, la première, c'est la lumière chaude. Alors, elle se situe généralement en dessous des 2700 Kelvin. Et elle se caractérise par une teinte jaunâtre orangée. Euh, on va dire qu'elle crée une ambiance chaleureuse et accueillante, voilà, semblable à la lumière d'une bougie, par exemple. Euh, la lumière neutre, elle se situe entre 2700 Kelvin et 4000 Kelvin.
Et là, on est plutôt sur une teinte blanche et elle rappelle un peu la lumière du jour. Donc, elle est polyvalente et ouais, elle convient à pas mal d'activités enfin, d'utilité. Et enfin, la lumière froide, c'est celle qui est au-delà de 4000 Kelvin. On la considère froide au-delà de 4000 Kelvin. Et là, on va atteindre des couleurs plus bleutées. On le voit bien sur le graphique en dessous. En 1800, on est très orangé et 5000, on commence à être très blanc, voire bleu. Et cette température froide, elle est principalement utilisée dans les hôpitaux ou alors dans les espaces où on a besoin d'une lumière intense pour des tâches très précises. Et alors nous, en éclairage, si je reviens à l'éclairage public, on va se situer plutôt dans la zone de lumière chaude, entre 1800 et 2700 Kelvin, puisque en fait, réglementairement, de toute manière, on va être contraint de limiter nos températures de couleur en éclairage public à 2700 Kelvin. Alors, deux raisons, hein. La réglementation est en train d'évoluer. Aujourd'hui, on était autorisé à poser du 3000 Kelvin, mais demain, on basculera en 2700 Kelvin. Et puis, je sais pas si, enfin, je pense que la plupart ont entendu parler aussi des fonds verts. Donc là, pour obtenir du fond vert, euh, une obligation, c'est de basculer les appareils rénovés sur du 2700 Kelvin. Donc, on voit bien que de toute manière, on va tendre à diminuer cette température de couleur pour différentes raisons. Et ce que l'on s'est rendu compte, c'est que plus la température de couleur est chaude orangée, moins la biodiversité est perturbée. Donc, ce qui en résulte de la carte là, que vous voyez à l'écran, c'est que en fonction des zones que Guénal a présentées tout à l'heure, des niveaux de trame présentes, plus nous allons nous situer dans des niveaux à fort enjeu de biodiversité, bah, plus on va créer des réseaux d'éclairage ou renouveler des réseaux d'éclairage public avec des températures chaudes. Donc, si on voit les zones très orangées, on va être aux alentours de entre 1800 et 2200 Kelvin pour remonter progressivement jusqu'aux 2700 Kelvin dans les zones les moins impactées par rapport à la biodiversité. Donc ça, c'est le premier des paramètres, hein. Le deuxième paramètre, c'est le niveau d'éclairement que l'on va poser sur les zones éclairées. Alors, le niveau d'éclairement, il se mesure en lux, c'est la quantité de lumière reçue sur une surface donnée. Donc là, on va venir donner un niveau d'éclairement selon la zone où on va se situer. Mais on a un deuxième paramètre dans la construction de nos réseaux d'éclairage public, c'est ce qu'on appelle l'uniformité de l'éclairage. L'uniformité, en fait, c'est le rapport entre l'éclairement minimal et l'éclairement moyen sur une même surface. Et là, c'est, je dirais, le paramètre le plus important en éclairage public, puisque c'est celui qui va limiter les espaces d'ombre, on va dire, qu'on retrouve quand les lampadaires sont trop éloignés. Et là, il y a un aspect sécuritaire qui rentre en compte, puisque le fait d'avoir une uniformité de meilleure qualité, ça réduit l'effet d'échelle ou l'effet stroboscopique, et donc ça évite les risques d'accident. Et donc, toutes ces valeurs sont régies par une norme européenne, et qui nous donne des niveaux d'éclairement à assurer selon les typologies de voies et des niveaux d'uniformité. Et donc, nous, on va se servir de cette norme pour aller adapter les niveaux d'éclairement. L'avantage de cette norme, c'est qu'elle nous donne des fuseaux d'utilisation selon les typologies de voies. Et ben, lorsque l'on va se situer, par exemple, dans une zone à fort enjeu de biodiversité, on va aller mettre une valeur d'éclairement qui se situe dans la base du fuseau, alors que enfin, sur un secteur où on est sur un enjeu moindre, on va pouvoir aller chercher le haut du fuseau. Si je prends un exemple concret, on passera de 10 lux sur une rue principale située en zone de vigilance accrue à 15 lux sur une zone courante. Donc, c'est intéressant, cette norme, elle nous permet de jouer sur les niveaux d'éclairement. Donc, et ça nous permet de répondre à des enjeux de biodiversité tout en restant dans la réglementation. Et enfin, le troisième paramètre, c'est le paramètre temporalité. C'est-à-dire que là, on va agir sur les temps de fonctionnement de l'éclairage public. Alors,
Il y a un levier qui est connu de tous, c'est la coupure en milieu de nuit. Depuis 2 ans, on sait que la plupart de nos collectivités ont mis en place cette coupure en milieu de nuit. Donc ça, c'est intéressant, ça fonctionne avec nos horloges astronomiques qui sont en place dans les armoires de commande. Donc l'horloge, elle enclenche l'éclairage à la tombée théorique du jour. Elle coupe l'horloge le matin au lever théorique du soleil. Donc ça nous permet déjà de bien cadrer nos temps de fonctionnement de l'éclairage. Et à cela, on va pouvoir y ajouter de la détection, notamment bah, je pense aux pistes cyclables, aux zones piétonnes, pour aller n'éclairer que quand on a le besoin d'aller éclairer, que quand on a des usagers qui empruntent les voies. Donc ça, c'est le premier des leviers. Et le deuxième levier, alors qui est peut-être un peu moins connu, mais qui commence à s'ancrer dans les esprits, c'est la temporalité du fonctionnement sur l'année. C'est-à-dire qu'on va découper l'année civile en prenant les périodes hivernales et les périodes estivales. Période hivernale, on sait très bien, on a besoin d'éclairage, notamment à la tombée de la nuit et au lever du jour, parce que ça tombe à des périodes où on a beaucoup d'activités humaines, avec les enfants qui partent au bus, les gens qui rentrent du travail, etc. Donc là, on a vraiment besoin de l'éclairage à cette période de l'année. Mais par contre, l'été, là, il y a moins besoin d'éclairage dans le sens où la nuit tombe beaucoup plus tard, 22h, 22h30, et le matin, elle se lève plus tôt, aux alentours de 6h. Donc ça veut dire que la période estivale, on peut imaginer ne pas du tout allumer l'éclairage public. Et donc, l'avantage, c'est que c'est à cette période que la biodiversité est la plus fourmillante et où on a le plus d'activités biologiques, hein. On a tous les moustiques, les insectes, les oiseaux, enfin toute la biodiversité est en éveil à cette période de l'année. Et le fait de couper la lumière à cette période-là évite de perturber ces animaux. Alors, ça m'amène à un nouveau sondage. Pour vous, la manière d'éclairer dans votre commune vous semble-t-elle respectueuse de la biodiversité? Alors, est-ce que c'est plutôt oui, plutôt non, ou vous ne savez pas? Ah, c'est partagé, c'est très partagé. Alors, on voit quand même que 45% des participants estiment que oui, la biodiversité est respectée. Alors, c'est intéressant parce que le SDEC Énergie n'a pas attendu forcément ce programme de tram noir pour travailler sur les réseaux d'éclairage public. Et on avait déjà engagé un premier programme sur le département pour remplacer toutes les luminaires type boule et ballons fluorescents. Donc on les retrouvait principalement dans les plus anciens lotissements. Et ces luminaires créaient pas mal de pollution lumineuse, hein, puisqu'on éclairait autant vers le ciel que vers le sol. Donc, il y a déjà eu un premier programme qui a été mis en place en 2011 et qui s'est terminé il y a quelques années maintenant. Et puis, les communes continuent à investir très régulièrement sur leur réseau d'éclairage public pour rénover leur parc. D'une part, pour faire des économies d'énergie, mais aussi pour adapter l'éclairage aux besoins. Alors, maintenant qu'on a évoqué les dossiers, comment est-ce qu'on va mettre en œuvre la trame noire donc à l'échelle du département? Alors, il y a deux phases de mise en œuvre. La première, c'est plus un volet technique. Donc, pour cela, le ZEC Énergie a formé les services opérationnels, c'est-à-dire que nous avons formé l'ensemble des agents donc, du service éclairage public, mais aussi les agents du service effacement des réseaux. Donc, ça a été fait en avril. Une vingtaine d'agents qui ont été formés donc à ce nouveau cahier de prescription technique.
et donc qu'il l'applique dès maintenant, qu'il le propose aux collectivités. Et puis, alors pour pouvoir faciliter l'intégration de ce référentiel, nous l'avons intégré à notre SIG, donc Mapeo pour ceux qui connaissent, donc qui permet à chacun des techniciens de pouvoir savoir très rapidement dans quelle zone de tram il se situe et quelles sont les prescriptions techniques adossées à cette zone de tram noire. Donc ça permet assez rapidement aux techniciens de définir les zones concernées et surtout les niveaux d'éclairement à assurer, ainsi que les températures de couleur. On prévoit également donc la semaine prochaine une formation auprès de nos bureaux d'études partenaires et prestataires pour les former sur leurs projets d'éclairage public puisqu'ils sont amenés également à construire des projets d'éclairage public pour notre compte et donc une formation est prévue la semaine prochaine. Et enfin, je sais qu'il y en a parmi nous et je les remercie de leur présence, nous allons intégrer le référentiel tram noir dans le cahier de prescription pour les aménageurs. Alors, pour les aménageurs présents, une information, c'est que dans la plupart des cas, vous, la typologie de voie est déjà quasiment déterminée, puisque vous êtes principalement sur de la voie de desserte, pardon, dans le cadre des lotissements. Et puis le deuxième volet de la phase de mise en œuvre, c'est un volet communication. Donc là, on a déjà établi une communication auprès des élus et des agents du SNEC Énergie en leur faisant accéder à une visite guidée de l'exposition Noir c'est Noir, donc qui évoque la biodiversité nocturne et les nuisances lumineuses. Et donc, nous avons communiqué auprès de nos entreprises prestataires donc, lors de la réunion annuelle des partenaires en avril 2024. Et enfin, là, nous préparons une plaquette à l'attention des élus pour que les élus puissent également communiquer avec leurs collègues, mais aussi avec les administrés qui seraient amenés à leur poser des questions. Alors, je vais prendre la relève par rapport à la sensibilisation des habitants. Alors, je vais juste un petit point qu'on n'a pas évoqué en introduction, mais qui me semble important, toute cette démarche de trame noire, elle a émergé des réflexions menées dans le cadre de la commission consultative pour la transition énergétique qui réunit le SDEC et les EPCI du Calvados pour coordonner leur action dans le domaine de l'énergie. Et dans ce cadre-là, il y a eu cette réflexion un petit peu qui a émergé de croiser biodiversité et éclairage et donc de faire monter cette démarche trame noire. Donc, il y a différentes dimensions hein, dans cette démarche, des aspects qui vont plus concerner les EPCI en lien avec leur trame noire, trame verte et bleue que j'évoquais tout à l'heure. Un axe qui concerne plus particulièrement le SDEC et sa compétence, et c'est l'objet principal de ce qu'on vous présente aujourd'hui avec ce référentiel technique et la trame noire du Calvados, et un dernier axe qui concerne tout ce qui est sensibilisation, communication. Donc, dans le cadre donc, du groupe de travail de la commission consultative, il y a eu des réflexions menées sur quels outils mettre en place et comment sensibiliser les habitants et aussi, au-delà de ça, les entreprises, hein, puisque là, la question, alors il y a deux dimensions. Il y a l'aspect sensibiliser la population par rapport à la mise en place aux évolutions de l'éclairage public liées à cette trame noire. Et il y a l'aspect agir sur les éclairages privés, puisque une fois qu'on a traité l'éclairage public, on n'a pas tout fait. Il y a aussi beaucoup d'éclairage privé, que ce soit dans les jardins ou dans les entreprises, sur les zones d'activité, dans les commerces, etc. Il y a énormément d'éclairage privé. Et donc, on s'intéresse à ça également. Donc, sur l'aspect grand public, on a travaillé avec le CPIE Vallée de l'Orne. Donc, comment dire, on a subventionné cette association qui portait un projet de création d'outils sur ce sujet, hein, puisque le CPIE Vallée de l'Orne travaille avec beaucoup de collectivités sur ces sujets-là également. Et on a pu échanger dans le cadre du groupe de travail de la commission consultative pour la transition énergétique, hein, c'est ça la CCTE, pour prendre en compte l'approche des collectivités et notre réflexion trame noire dans ces outils. Alors, je vais vous les présenter rapidement, hein, les outils que le CPIE a créés et qui sont du coup aujourd'hui à disposition des collectivités
qui souhaitent parler de ces sujets avec leur population. Donc, il vous suffit de contacter le CPIE pour accéder à ces outils. Donc, il y a notamment une exposition, l'exposition Noir c'est Noir, hein, qu'on évoquait juste avant. On l'a accueillie au SDEC pour de la sensibilisation interne. Vous pouvez aussi la solliciter. C'est une exposition qui parle globalement de la nuit, donc redécouvrir la nuit, à quoi elle sert, notre rapport à la nuit depuis longtemps, depuis la nuit des temps, on va dire. Découvrir la biodiversité nocturne locale, donc ça montre également les espèces dans le Calvados qui vivent la nuit. Sensibiliser aux nuisances lumineuses, hein, donc ça développe un peu plus que ce que j'ai fait aujourd'hui, l'impact de la lumière sur les différentes espèces. Et puis, l'expo évoque également les solutions pour préserver la biodiversité nocturne avec des solutions à titre individuel que chacun peut mettre en place ou les démarches qui se mettent en place aussi par les collectivités comme les trams noirs. Voilà, donc cette exposition, elle est accessible à tous, hein, elle est, elle est accessible aussi aux enfants et pour les adultes, elle est intéressante aussi. Elle se présente sous forme d'une quinzaine de kakémonos, donc facilement déplaçables, transportables, installables dans un espace très très rapidement. Et donc, elle est accessible à l'emprunt, à la location, on va dire, auprès du CPIE. Et vous pouvez également leur demander des visites guidées de cette expo. Voilà, donc avec une contribution financière, hein, voilà, à convenir avec eux. Une brochure, ils ont réalisé aussi une brochure qui va reprendre en gros l'ensemble des éléments qu'il y a dans l'exposition, mais qui permet de les mettre sous un autre format. On peut euh, voilà, fournir des impressions aussi de ce document sur demande, en lien notamment avec les projets de travaux qu'il y aura sur vos territoires. Ensuite, ils ont également conçu des animations. Donc, une animation intitulée Gardien de la nuit, un défi municipal, où en fait, ils peuvent venir animer pour un groupe d'une dizaine de personnes, qui peut être un groupe d'ados ou d'adultes, c'est peut-être un peu moins enfant. C'est un jeu de rôle qui simule un débat sur la gestion de l'éclairage public en conseil municipal. Et donc, il y a un certain nombre de rôles qui sont de fiches de rôle qui permettent d'aborder tous les arguments des uns et des autres et les différents points de vue qu'il peut y avoir sur ce sujet et d'amener chacun à changer un peu de point de vue. Donc, la vision du maire, de l'astronome amateur, de l'entomologiste, du médecin, de l'ornithologue, etc. Il y en a encore d'autres avec des points de vue parfois opposés, mais du coup qui vont permettre d'échanger sur ce sujet qui nécessite un dialogue, hein, un petit peu, je dirais, le pendant de ce qu'on a cherché à faire avec notre référentiel trame noire, hein, d'y faire dialoguer le monde de la biodiversité et de l'éclairage. Ben là, c'est faire dialoguer des cultures différentes, des personnes avec des intérêts différents, et ça permet de, d'avancer vers quelque chose de partagé. Ça dure à peu près 2 à 3 heures, voilà, pour une dizaine de personnes. Donc, vous pouvez également solliciter cette animation. On a pu tester cet outil et apporter des éléments, notamment sur, je dirais, les contraintes concrètes qui se posent pour un conseil municipal quand elle aborde un projet d'éclairage public sur les questions de budget, de réglementation, etc. Donc ces aspects-là sont aussi pris en compte et vous permettent aussi de partager le rôle de l'élu et les choix que la commune peut être amenée à faire avec la population. Et ensuite, le CPIE peut aussi proposer des balades nocturnes qui permettent de découvrir la biodiversité sur le terrain dans vos territoires. Et on a d'autres outils qui sont en préparation ou en réflexion. Alors, cette fois pas avec le CPIE, avec d'autres acteurs. Donc déjà, on a évoqué la plaquette qu'on s'apprête, enfin sur laquelle on est en train de travailler, qui va qui est plutôt à destination des élus, qui permettra de partager ce qu'on vous a présenté aujourd'hui, hein, globalement, avec les élus. L'ANBDD, donc l'Agence normande de la biodiversité et du développement durable, vient de sortir une brochure grand public sur l'éclairage des jardins donc qu'on vous transmettra hein, suite à ce webinaire aussi, on transmettra le lien, que vous puissiez la diffuser également, qui donne toute une série de solutions, qui explique les choses et puis qui donne des solutions très concrètes sur comment réguler ou limiter l'impact de l'éclairage des particuliers. Il y a également une publication qui devrait sortir prochainement de la part de la NBDD également sur l'intégration de la trame noire et des enjeux de trame noire dans les documents d'urbanisme et les règlements locaux de publicité.
Voilà, donc suite à un gros travail qui a été fait avec différents acteurs normands, y compris des collectivités qui ont alimenté ces travaux. Et puis, on devrait travailler également, donc dans le cadre de la commission consultative, c'est partie des axes de réflexion à venir, de travailler sur des supports d'information à destination des entreprises euh, pour que les élus puissent aussi échanger avec les entreprises de leur territoire, notamment sur les zones d'activité où il peut y avoir des problématiques importantes d'éclairage. Et donc, là aussi, pour étendre encore le champ de la trame noire. Voilà, on arrive au bout de notre présentation. Alors, un petit sondage pour terminer, avant de passer aux questions-réponses. Il y a quelques questions qui ont déjà été posées. N'hésitez pas à commencer à saisir vos autres questions. Alors, ce sondage, donc, euh, on souhaiterait savoir ce que vous pensez. Est-ce que vous pensez que les habitants de votre commune accepteront les évolutions de l'éclairage public qui pourraient être apportées par la mise en œuvre de la trame nord du Calvados? Donc, grande majorité, aux trois quarts, 76%, vous estimez que oui, euh, ces évolutions seront bien acceptées. Personne n'a dit non, donc c'est intéressant. Et un quart d'entre vous ne sait pas, donc peut-être plus dubitatif. Donc voilà, on aura l'occasion d'y revenir. En tout cas, sachez que il y a des outils à votre disposition pour dialoguer avec votre population dans le cadre des projets de travaux du SDEC, mais aussi dans le cadre de vos démarches plus généralement liées à la biodiversité. Ouais, voilà. Donc, merci pour vos réponses. Et donc, on va passer au temps de questions-réponses. On a quelques questions qui ont été posées. Alors, il y a une question, David, je vois que tu y as répondu, mais je pense Oui, que alors je ça vais, peut ouais, intéresser tout le monde. tout à fait, ouais. Alors la première des questions qui a été posée, c'était pourquoi introduire la notion de saison puisque l'éclairage s'allume en fonction de la luminosité. Alors j'ai fait une réponse à la personne qui l'a posée, mais l'éclairage public, ce que j'évoquais, donc c'est vrai que la plupart des collectivités maintenant font une coupure de nuit. Mais la coupure peut arriver après le coucher du soleil. Je prends un exemple, c'est qu'on a des collectivités qui coupent leur éclairage à 23 heures ou 23h30, ce qui fait que même l'été, l'éclairage va s'allumer quelques dizaines de minutes. Et le matin, elle réallume à 5 heures du matin. Donc, l'idée de dire, eh ben, sur ces collectivités-là, eh ben, on peut éventuellement modifier enfin, la plage horaire de manière à ce que ça ne s'allume pas ces quelques minutes. Mais techniquement, on a aujourd'hui des communes sur lesquelles l'éclairage s'allume quand même l'été. Alors, il y en a une question sur quelqu'un qui demande, pouvez-vous m'indiquer si les données du GON, donc le groupe ornithologique normand, et du GMN, le groupe mammalogique Ouais. normand, ont été intégrées et prises en compte dans la trame? Alors, le GON et le GMN ont été associés à la démarche. On a eu en tout cas une réunion il y a un an pour échanger avec eux sur les données à prendre en compte. Il n'y a pas eu de données formellement transmises par ces deux associations. Alors, le GMN, en tout cas, a participé aux réunions, a fait part de ses connaissances et a réagi sur ce qui a été présenté, mais il n'y a pas eu de transmission de données explicitement. Par contre, il est possible que le GON et le GMN alimentent les données d'inventaire qui sont recensées par la NBDD notamment, avec, je crois que c'est Odin, l'observatoire, il me semble. Et donc, dans ce cas-là, indirectement, elles auront probablement été prises en compte. Voilà, j'espère que je réponds à la question. En tout cas, il n'y a pas eu de base de données transmise et utilisée directement de la part du GON et du GMN. Alors, il y a également une question sur la température de couleur utilisée dans le cadre de nos travaux d'éclairage public, en demandant pourquoi ne pas privilégier systématiquement une température de couleur d'éclairage de 1800 Kelvin. Alors, si je la comprends bien la question, privilégier 1800 au de 1700 Kelvin.
Donc, la question, alors on se l'est posée également hein, dans la construction de la trame, et on a quand même quelques petites contraintes techniques qui font qu'à aujourd'hui, on souhaite plutôt privilégier donc ces différents niveaux de température de couleur pour assurer les niveaux d'éclairement. Euh, je l'ai présenté, hein, on va utiliser différents niveaux d'éclairement selon les zones de trame où on va se situer. Et donc, plus on va être dans des zones de vigilance accrue, plus on va descendre le niveau d'éclairement. Et donc là, on peut aller utiliser des températures de couleur de 1800 ou de 1200 Kelvin, et on va pas augmenter la puissance des appareils. En fait, ce qui est induit avec la température de couleur, c'est que plus vous mettez une température chaude, plus la puissance nécessaire pour atteindre un niveau d'éclairement va être forte. Alors, je m'explique, c'est que sur les LED, on vient poser une couche de phosphore et qui va être plus ou moins épaisse selon la température de couleur choisie. Donc, vous comprendrez bien que si on veut une couleur jaune-orangé, la couche de phosphore va être plus épaisse et donc il faut un peu plus de puissance pour aller percer cette couche de phosphore. Donc, l'idée, c'est de l'utiliser avec parcimonie et aller les poser que là où on a réellement besoin. Alors, on a épuisé les questions qui ont été Ah oui. saisies. Est-ce qu'il y a d'autres questions parmi les participants? N'hésitez pas, sinon on va pouvoir passer au sondage final. Pas d'autres questions? Pas On d'autres passe questions qui au... arrivent. Bon, moi, c'est que c'était très clair, on espère. Ouais. On passe au sondage. On va voir ça avec le sondage final. Ouais. Alors, Bah, c'est un sondage. ouais, mais pardon. Non, vas-y, David. Ce webinaire donc a-t-il répondu à vos attentes? Alors c'est oui, non ou partiellement. C'est- Alors 90% des personnes ont répondu oui, ça avait répondu à leurs attentes. Déjà, on vous remercie. Donc 10%, 3 personnes que partiellement. Alors ce serait peut-être intéressant d'avoir des infos sur ce que vous attendiez éventuellement en plus, voilà, histoire de savoir si on pourrait vous aider et vous apporter des compléments d'information. Donc, en tout cas, nous sommes ravis d'avoir pu répondre à vos questions, en tout cas. Et puis, euh, bah, écoutez, ce que je propose, si vous n'avez pas d'autres questions, bah, on va clôturer ce webinaire. Pas d'autres questions? Donc, pour information, un webinaire sera disponible en replay dès demain sur le SDAC Énergie, hein. Vous avez dû voir passer dans la discussion du webinaire. Donc, vous pourrez le reprendre et le regarder. En tout cas, je remercie tout le monde d'avoir participé à ce webinaire. Je remercie également mes collègues, hein, Guénaël et puis Sandrine du service communication. Je vous souhaite une bonne Merci. journée et À à bientôt. bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.